Bonjour ou bonsoir à tous. Très heureux de recevoir aujourd'hui la grande écrivaine sénégalaise d'abord, africaine après, Aminata Sow Fall. Merci de nous recevoir chez vous, Aminata Sow Fall. Mais je vous en prie, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Aminata Sow Fall, ancienne professeure de lettres, écrivaine de talent, pionnière, enseignée à travers le monde, connue et reconnue, la Saint-Louisienne a été plusieurs fois distinguée. Deux distinctions pour aller très vite, sachant qu'on nommait bien sûr les autres. Grand prix littéraire d'Afrique noire pour la grève des Batous, publié en 1979. Roman quelque peu fondateur et qu'on retrouve à l'écran en 2000 grâce à une adaptation cinématographique signée le Malien Cheikh Omar Sissoko. Grand prix en 2015 de la francophonie de l'Académie française pour l'ensemble de votre œuvre. Une œuvre immense, majestueuse, saluée partout. Bien sûr, on pourrait citer également Le Revenant, mon coup de cœur à moi et que je retrouve aujourd'hui grâce à vous et grâce bien sûr à votre agent littéraire Nabil Haïdar que je remercie au passage. Le Revenant en rupture de stock, on citera bien sûr L'Empire du mensonge aussi, Douceur du bercail, une dizaine de romans et de recueils, une même préoccupation au cœur, la chronique d'une société hypocrite parfois, une société hypocrite, donc menteuse souvent, de l'empire du mensonge. On y reviendra, une société avec ses bourgeois qui jouent à travestir les valeurs, ses bourgeois et ses pauvres. Pour l'écrivain congolais Alain Mabankou, vous êtes sans nul doute la plus grande romancière africaine. Quelques mots pour finir cette présentation, bien sûr très lapidaire, je l'ai dit tout à l'heure, commandeur des arts et lettres traduites dans le monde entier. J'ai avec moi plein d'ouvrages qui sont traduits dans beaucoup de langues, le chinois, l'allemand, l'italien et j'en passe. Aminata Sow Fall, vous avez 45 ans de carrière, né à Ndarguetch en 1941. Vous avez été membre de la commission de réforme de l'orthographe. L'orthographe, justement, à l'heure des réseaux sociaux, on plaint souvent les élèves disant qu'ils sont trop victimes des écrans, raison pour laquelle ils pêcheraient un peu par la maîtrise du français. Vous en dites quoi, vous, la grande connaisseuse? Bien, alors vous avez fait une introduction très fournie et presque complète. Merci beaucoup. Oui, je suis là, mais je dois dire que je n'avais pas pensé être écrivain. Ce n'était pas mon ambition. C'est un accident? Non, ce n'est pas un accident parce que dès le premier jour là où j'ai pris ma plume pour écrire, c'était plus un accident parce que l'environnement, les mentalités me poussaient à le faire, à écrire ce livre. Parce que je suis née, comme vous l'avez dit, à Saint-Louis en 1941. Et en 1959, ma sœur aînée, Mme Aram Fall Diop, devait venir ici à Dakar, oui, pour rejoindre son mari. Rejoindre son mari. Et comme de coutume, ma mère m'avait dit d'aller l'accompagner. C'est ainsi que je suis venue à Dakar, chez Aram. On m'a transférée au lycée Van Vollenhoven, où j'ai passé le baccalauréat. Et là, après, bon, j'étais admise avec, vous connaissez M. Doudien, qui était longtemps à l'UNESCO. Oui. On avait tous les deux une bourse FAC-Fonds d'aide et de coopération. C'est ça qui m'a amenée en France et que j'ai fait mes études et qu'ensuite, j'ai pensé que, quand j'ai fini mes études, j'ai pensé que je devais revenir au Sénégal. Je n'ai pas cherché à rester. Ce qui a été le cas d'ailleurs, n'est-ce pas? Oui, je suis venue au Sénégal. J'ai enseigné. Et puis j'ai été nommée dans des directions comme le Centre africain d'animation de sciences culturelles, comme la direction des lettres et de la propriété intellectuelle, et ainsi de suite. Et puis un beau jour, je me dis, je vais écrire. Ce n'était pas un hasard, parce que pendant que je quittais le pays,
Vraiment, j'étais très heureuse parce qu'il y avait tellement d'humanité, il y avait tellement de générosité. Mais quand je suis restée là-bas 7 ans, mais je venais entre-temps en vacances, j'ai vu que les mentalités avaient changé. Parce que il n'y a que l'argent qui comptait. Je voyais des gens qui exhibaient l'argent, qui étaient contents d'avoir de l'argent. Bon, ce n'est pas un péché de vouloir gagner sa vie et de gagner de l'argent. Mais c'est la manière. La manière s'exhiber dans les cérémonies et tout cela. Et puis ça aussi, ça montrait que là, on était en train de glisser vers des pistes qu'on n'aurait jamais dû inventer parce qu'on oubliait du coup le sens du partage. Et cela a empiré aujourd'hui ou ça a changé? Je pense que ça a empiré. Parce que, figurez-vous, moi, il y a 2 ans ou 3 ans, je suis allée au Salon du Livre, ici, à Dakar. Oui. J'ai vu des personnes, pourtant des professeurs, des personnes d'un certain niveau intellectuel, et j'ai vu des personnes qui faisaient ce qu'on appelle le batterie, n'est-ce pas? Le batterie, c'est jeter l'argent, comme ça, et que les gens... Oui, comme dans les bals, en fait, comme dans les cérémonies musicales. Oui, mais ça, nous, dans le lieu où j'ai grandi, ce n'était pas comme ça. Mais se mettre là, à battre, comme ça, jeter, et que les gens... Ramasser, oui. C'était la première fois, d'ailleurs, parce que j'étais avec un de mes neveux. C'est lui qui m'a dit, Tata, c'est ça, le batterie. Alors, moi, je pensais que... on pouvait faire autre chose, on pouvait, si on donne de l'argent parce que c'est dans nos coutumes, parce qu'on partage. Si on donne beaucoup d'argent même à des personnes qui en ont besoin, même s'ils n'en ont pas besoin, de partager. C'est l'humanité et l'esprit du partage que j'aime bien dans nos civilisations, dans nos cultures. Et ça, pour moi, c'était choquant. Alors, et aujourd'hui, est-ce que le digital, les réseaux sociaux, disons, compliquent un peu davantage la vie en société? Parce qu'on dit qu'à l'heure des fake news, des fausses nouvelles, eh bien, il y a une forte menace qui pèse sur la démocratie, sur la stabilité sociale. Vous en dites quoi, vous, la grande romancière qui avez passé toutes vos dernières années à réfléchir un peu à cette problématique? Oui, je pense que tout vient de la faillite, une certaine faillite de l'éducation chez nous. Parce que, en même temps, justement, l'éducation n'était plus ce qu'elle était. L'éducation, ce n'était pas pour enfermer les gens, le ceinturer, et tout ça. L'éducation, c'est qu'on vous formatait. L'éducation qui signifie d'ailleurs sortir de l'enfermement. Oui, non. On peut concevoir l'éducation de 2 manières. L'éducation, ça veut dire on vous apprend qui vous êtes, comment votre société est, quelles sont les morales et les coutumes acceptables dans votre société. C'est ce qu'on vous apprend pour que vous soyez un être humain à part entière, oui, conscient de ses devoirs et de ses faiblesses, n'est-ce pas? C'est ça l'éducation, qu'on vous dit, qu'il faut respecter le plus âgé. Hein? On n'osait pas ne pas respecter le plus âgé. On vous dit, il faut travailler, parce que si vous travaillez, vous gagnez votre vie de manière honnête. C'était n'insultez pas les gens. C'était tout ça, ce qui formate un être humain pour qu'il connaisse ses devoirs. Mais ça c'est l'école coranique et l'école, parce qu'il y avait des leçons de morale. À ce moment-là, à cette époque-là, vous entrez dans une salle de classe, n'importe quelle salle de classe, dans n'importe quelle, même dans des institutions religieuses qui ne sont pas musulmanes, vous voyez, une leçon de morale, une leçon d'instruction civile. Et vous savez que la société doit marcher, n'est-ce pas, comme ça. Vous n'insultez pas, hein, autant que possible, vous ne volerez pas, vous ne mentirez pas. C'est de cultiver ce qu'il y a de meilleur, qui fait de l'être humain
un être humain parmi les meilleurs, n'est-ce pas? Alors, mais après ça s'est dissolu un peu. On a obligé d'éduquer comme on éduquait. Sûrement, les gens étaient plus occupés à s'occuper de richesses ou de politique ou autre, n'est-ce pas? Bon, alors, moi, quand je suis revenue donc de France, ça m'a choqué. Et je voyais qu'on ne partageait plus comme on partageait, ou alors on partageait seulement quand on voulait être chanté, quand on voulait... voilà, et puis moi je me suis dit, le revenant, vous savez, c'est une seule question, c'est une simple question qui m'a fait écrire le revenant. Parce que je dis, est-ce qu'un être humain qui a toutes les qualités souhaitables d'humanité, de travail, de bonté, n'est-ce pas, et de morale, est-ce que cet être humain, s'il n'a pas d'argent, est-ce que ça le diminue moralement aux yeux de la société, n'est-ce pas? Même si cet être humain, tout le monde reconnaît que vraiment il fait ce qu'il peut pour être en consensus avec tout le monde. Et bon, alors c'est là que le personnage de Sada est sorti tout de suite de ma tête. Que j'aime bien, et un personnage qui revient dans l'empire du mensonge, justement. Oui, c'est assez courant d'ailleurs que je reprenne d'autres noms, là, prénoms, dans mes textes, parce que c'est la sonorité, c'est rien d'autre. Ce ne sont pas des gens que je connais, mais c'est la sonorité, comment ça sonne dans ma tête, dans ma conscience, et même dans le rythme de la phrase. Alors j'ai dit, est-ce qu'un être humain qui est pauvre est moindre que l'autre, est moins respectable que l'autre, qui n'a absolument rien, mais qui est humain? Alors c'est ça la question, c'était ça la question. Et puis j'ai créé le personnage de Sada. Pourtant il avait toutes les qualités pour être respecté. Il avait des parents qui avaient les moyens de l'aider. Mais là, je pense qu'il avait aussi sa propre dignité, n'est-ce pas? Oui, maintenant Aminata Sow Fall, je rappelle qu'Aminata Sow Fall, l'écrivaine, la Saint-Louisienne, est notre invitée dans ITEC pour ce numéro spécial. Nous avons voulu, bien sûr, avoir le regard de la grande romancière qui est Aminata Sow Fall sur la marche digitale de notre temps. Une époque, bien sûr, qui n'est pas la sienne d'un certain point de vue, mais qui est également la sienne parce qu'elle tente de s'adapter, bien sûr, à une réalité qui évolue. En atteste, bien sûr, la façon d'écrire qui n'est plus la même en 2019. Aminata Sow Fall, j'aimerais vous entendre davantage sur cette révolution digitale vue sous l'angle des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on dit qu'au Sénégal, comme ailleurs, que l'injure que vous dénonciez tout à l'heure est devenue beaucoup plus facile à l'heure des réseaux sociaux, où on s'en prend à de pauvres, à de simples gens, régulièrement, anonymement sur Internet. Le fait de s'en prendre à de pauvres citoyens sur Internet, ça vous inspire quoi pour vous, évidemment, qui avez toujours dénoncé ce genre de tare de notre société? Oui, je vais vous surprendre si je vous dis que jusqu'à aujourd'hui, j'écris mes textes, je les écris à l'encre, à la plume, n'est-ce pas? Et pourquoi une défiance? Non, ce n'est pas une défiance, parce que c'est même physique. Parce que le rapport de l'écrivain à la page blanche, au papier, il y a quelque chose de fabuleux pour quelqu'un qui écrit un texte littéraire. Vous ne voulez pas tourner la page? Vous voulez rester à cette vieille époque? Oui, moi justement. Je pense que Dieu a fait de moi une personne qui ne regarde jamais ce qui est la mode, ce que les gens font. Je ne suis pas de ceux qui disent c'est la mode ou c'est la modernité, n'est-ce pas? Moi, je suis dans ce qui m'arrange moralement par rapport à ma société, par rapport aux valeurs qu'on m'avait enseignées et que j'ai essayé de garder jusqu'à présent. Donc, je ne suis pas très forte, n'est-ce pas, même dans les technologies là. Et je me rappelle que
lorsqu'on a commencé à parler d'intelligence artificielle, quand on a commencé et que j'ai lu les premiers livres sur l'intelligence artificielle, oui. Et moi j'avais dit, j'ai peur. Ça vous fait peur? Oui, j'ai peur de l'intelligence. Vous pensez un jour que la machine va remplacer carrément l'homme, voire va échapper à son contrôle, comme dans le monstre de Frankenstein? Oui, non seulement ça, mais justement, vous parlez des fake news, c'est-à-dire qu'on dérape. Je ne pense pas que sous prétexte de modernité, on peut s'adonner à des insultes ou à des actes condamnables, qu'on gâche la vie de quelqu'un, qu'on fasse des fake news et tout ça. Moi, ça me dépasse. Bon, mais j'en suis restée toujours à mon niveau, disons, je ne connais pas ça, j'écris à la main, et souvent ce sont les enfants qui m'aident pour ce qui est de l'informatique. Oui, et sur l'intelligence artificielle, toujours, évidemment, il y a des aspects qui font peur. Mais en même temps, est-ce que vous ne devrez pas vous en réjouir, Aminata Sow Fall, quand on a, par exemple, des machines qui permettent de régler l'insuffisance d'effectifs dans certaines structures hospitalières, par exemple, disons à Dakar, on manque de spécialistes dans tel ou tel domaine médical. On a par exemple des machines qui aident un peu à la prise en charge médicale des populations. Est-ce que ça, l'écrivaine que vous êtes, ne devrait pas plutôt s'en réjouir? Non, de toute mon histoire et de ce qui m'a précédé. Par exemple, dans la médecine, je vois que les soignants, les médecins mettaient en avant surtout leur savoir. Parce que aussi le savoir là, on pouvait trouver ça quand des gens, quand j'étais petite, les médecins, mais ils faisaient ça, ils mettaient toute leur humanité dans ça. J'en sais quelque chose parce que j'ai eu des médecins dans ma famille. Oui. Et j'ai entendu aussi il y a quelques années un médecin français. Il parlait dans une émission scientifique, médicale, d'une des radios phares ici en Afrique. Elle disait, voilà, maintenant, le malade ne compte plus. Parce que quand il le disait, il devait avoir 75 ans, je pense. Il dit, avant, le malade vient. Et on le tient, on lui parle, on fait en sorte qu'il oublie sa maladie. Il y avait des rapports humains. Oui, il y avait des rapports humains, il y avait le contact. Maintenant, les malades sont abandonnés voilà, aux caprices de la Alors, machine. voilà, donc il y a ça, il y a la machine, il y a autre chose, il y a le gain aussi, la chose de l'argent qui est là-dedans, et on oublie et toute l'humanité dont le malade a besoin. Moi, j'ai vu une personne qui m'était très proche parce qu'elle était une amie intime. On a fait l'école primaire, l'école secondaire, n'est-ce pas? Et quand elle me racontait comment elle était reçue avec mépris, avec beaucoup de difficultés par des agents justement qui devaient s'occuper de... même hier, en fouillant dans mes papiers, j'ai vu une lettre qu'elle m'écrivait quand elle était en France, n'est-ce pas? Alors donc... Oui, allez-y. Voilà, alors moi je dis que l'humanité, comme ça se comprenait quand moi j'étais petite, n'est-ce pas? Comme je voyais des médecins qui travaillaient, parce que nous, à Saint-Louis, notre rue, c'est la rue qui se prolonge jusqu'à l'hôpital de Saint-Louis. C'est là, le sud? Oui, sud, oui. Oui. Alors, j'ai vu des médecins d'une humanité formidable. Et ce médecin-là, que je voyais justement à Saint-Louis, qui parlait, il disait, moi, quand le malade venait, je le touchais, je parlais avec lui. Bon, que maintenant, il disait que là, ça n'existe plus, ça. Toucher le malade, le consoler même avant de l'ausculter et tout ça. Maintenant, c'est combien là, combien on doit payer, des choses comme ça. Et ceux qui n'ont pas les moyens de se faire soigner aussi, vous voyez toutes les détresses que ça entraîne.
Oui, et on en revient un peu aux bourgeois que vous dénoncez justement au début de votre carrière littéraire, que la société est abandonnée à une certaine bourgeoisie. Oui, bon, aussi je dis bourgeoisie, parce que moi, ces termes, ce n'est pas en général des termes vous utilisez. que j'utilise souvent. Parce que tout le monde peut se réveiller bourgeois, et puis ce bourgeois-là, parmi les personnalités très instruites des premières écoles, qui étaient même riches, mais riches de manière normale, n'est-ce pas, par l'argent qu'ils gagnaient. Une richesse licite, disons. Voilà, licite. mais même pour la bourgeoisie, classe sociale, moi, ces choses-là, ça ne compte pas pour moi. Moi, ce qui compte pour moi, c'est qu'on est devant un être humain qui doit être respecté par sa qualité d'être humain, qui ne blesse personne, qui n'en veut à personne, qui peut partager quand il a les moyens avec les autres. Moi, c'est quelqu'un qui a... Il y a un terme que je ne peux pas traduire en français, c'est le terme yirmande, n'est-ce pas? Ça, ce n'est pas la pitié, non? Ah, non. Le yirmande, ce n'est pas la pitié. Non. C'est dans le fond du cœur. Ça veut dire tu respectes la personne, tu as empathie, n'est-ce pas? Et puis, bon, il y a quelque chose de très émouvant, de très large à travers ce terme de yirmande. Hein, quand tu passes devant tu passes devant des personnes démunies, n'est-ce pas? Tu ne les connais pas, mais tu les trouves dans des situations qui pourraient te faire pleurer. Tu sais que cette personne-là, tu dois la soutenir moralement ou physiquement, n'est-ce pas? Ou alors, de n'importe quelle manière, tu respectes plus son humanité, sa personne, sa dignité, et c'est ça qui manque maintenant. Nous allons poursuivre notre émission Aminata Sow Fall. J'aimerais vous faire réagir un peu, ça tombe bien, puisque nous sommes à l'époque de la rentrée des classes au Sénégal, à Dakar notamment. Aujourd'hui, beaucoup pensent que les écrans constituent un réel défi pour la lecture, parce que les écrans sont là, parce qu'ils sont de plus en plus abondants, nos jeunes ne lisent plus. Est-ce que vous avez cette lecture? Ce qu'il faut voir, c'est comment les parents ont appris aux enfants, n'est-ce pas? Parce que moi, j'ai toujours lu. Personne ne m'a jamais empêché de lire. Je me dis, bon, ne lis pas, n'est-ce pas? J'ai toujours lu, n'est-ce pas? Ça dépend aussi de l'éducation et du programme éducationnel des parents, n'est-ce pas? Quand on dit que les enfants ne lisent plus, ça, je n'y crois pas. Parce que là aussi, on lui apprend à lire, l'enfant, votre enfant. Il faut lui apprendre à lire. C'est un amour qu'on transmet à l'enfant. Il faut lui apprendre à aimer la lecture. Parce que moi, je vois beaucoup d'enfants qui lisent tout, hein, n'est-ce pas? Moi, on ne m'a jamais censuré. On ne m'a jamais censuré. Et les gens voyaient que toutes les vacances, quand j'étais chez moi, je lisais, n'est-ce pas? Et personne mais il y avait une éducation qui fait aussi que vous n'avez pas. Vous saviez que vous n'avez pas le droit de tout lire. Je vais vous raconter parce que en CM2, j'étais dans une école, voilà, c'est là-bas que j'ai passé mon entrée en 6e. On nous interdisait de lire les revues comme nous deux, des choses. On n'osait pas. Oui. Bon, alors moi je viens un jour, je trouve, parce qu'il y avait beaucoup de lectures chez nous, oui. Je vois une revue, et puis non, c'est un livre. Je tire un livre, c'était Le désert de l'amour de mon roi, n'est-ce pas? Alors je viens à la dernière marche de l'escalier, devant la porte d'entrée à la maison, alors je commence à lire. Un de mes frères vient parce que la porte est là. Il découvre le livre que vous lisez? Oui, mais moi j'ai eu peur parce que j'ai dit, le seul amour, ça pourrait être si j'étais à l'école où j'étudiais,
amour, peut-être qu'il m'aurait puni, etc. Mais quand lui, l'escalier est là, moi je suis sur... Non, la porte est là, oui. Je suis sur la dernière marche de l'escalier, il entre et moi je fais comme ça. Bon, il me dit, qu'est-ce que tu lis? Je lui présente le livre. Il n'y avait rien d'érotique ni rien. Oui, hein, oui, oui. Mais bon. Juste une histoire d'amour. Non, 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 non. Il y avait seulement le mot amour. Hein? C'est mon roi qui a écrit ce livre, hein, n'est-ce pas? Le désert de l'amour. Il regarde, il me dit, tiens, lis tout ce qui te tombe entre les mains. C'était un grand médecin, bon, il est décédé maintenant, mais c'était un agrégé dans sa spécialité. Alors, tout ça, il m'a dit ça. Moi, j'ai su que lorsqu'on vous a éduqué et qu'on vous a montré le chemin, vous devez être votre propre censeur. Vous savez ce que moi je ne lisais pas, jusqu'à présent. Je ne lisais pas ce genre de prose, n'est-ce pas? Alors, donc, tout part de l'éducation. Moi, on m'a dit, j'avais la bibliothèque, je prenais des livres classiques. Vous avez une bibliothèque numérique? Non. Non. Non, non, toujours non. Le papier. Non, à l'époque, il n'y avait pas à lire maintenant. Oui, non? mais vous, concernant vous, l'œuvre d'Aminata Sow Fall, est-ce qu'elle est disponible également en édition numérique? Est-ce que c'est un livre, par exemple, Le Revenant, que j'ai beau chercher à Dakar et que vous m'offrez aujourd'hui, est-ce que ce livre-là, on peut le trouver sur Internet, sur des supports numériques? Oui, ça, si vous demandez à M. Nabil Haïdar, qui est votre agent littéraire, mon agent littéraire, et aussi le directeur général des éditions Khoudia. Votre maison d'édition? Oui, oui, il en est le directeur général. Bon, parce que je sais, je connais mes limites, oui, oui. N'est-ce pas? Et mais je ne suis pas partisane du livre numérique. Je vois que vous aimez le papier. Voilà, et puis ça manque d'âme déjà, des fois. Parce que les caractères et tout ça, la manière dont c'est fait, ça manque d'âme. Parce qu'un livre, la page d'un livre, il n'y a rien de plus beau dans le cœur. Et quand vous feuilletez un livre, c'est toute une histoire pour moi. Tenir un livre, regarder les pages, regarder les caractères, voir quel plaisir vous pouvez. Vous savez, quand j'ai créé cette maison d'édition, je n'avais pas encore... M. Nabil Haïdar, je l'ai connu quand il était à l'association des écrivains. Et puis, il arrive au bon moment où j'ai ici un plateau des gens que j'ai appelés pour qu'on réfléchisse sur la fabrication de l'empire du mensonge, n'est-ce pas? Et je l'entends, parce que moi j'ai toujours été intéressée à ça, je les entends en parler d'écartement, de marge, de tout ce qui fait un beau livre. Parce que j'avais dit dès le départ, moi je ne veux pas un livre chiffon. Je veux un livre comme il faut, qui est digne d'être un livre. Et là, je l'entends parler, et je lui ai dit, mais Nabil, où est-ce que vous avez appris ça? Parce que depuis le début du cahier, je disais ça à tous mes collaborateurs. Il me dit, j'ai appris ça au Liban et au Canada. C'est comme ça qu'a créé notre collaboration. Très rapidement, Aminata Sow Fall, les dernières minutes de cette émission, nous allons toujours rester sur le papier. On savait qu'avant, il y avait de fameuses lettres d'amour papier qui ont marqué la littérature africaine, européenne, occidentale, mondiale. Mais aujourd'hui, à la place de ces fameuses lettres d'amour qu'on recevait, qu'on gardait dans sa poche, il y a plutôt les SMS, les WhatsApp, les Facebook. J'aimerais également là-dessus entendre le regard de l'écrivaine que vous êtes. Vous en pensez quoi? Le fait qu'à la place des lettres d'amour papier, on a maintenant des outils, disons, digitalisés. Ça influe un peu sur l'émotion amoureuse pour l'écrivaine que vous êtes? Non, moi, je n'ai pas été éduquée comme ça. Parce que je pense que même pour l'amour, il y a des barrières qu'il ne faut
qu'il ne faut pas passer. Il y a aussi le fait qu'on nous éduque à la retenue, n'est-ce pas? Moi, je ne verrai pas d'un bon oeil que je vois quelqu'un qui écrit une lettre d'amour à quelqu'un d'autre. Qui écrit... Mais ça peut aussi être de grands auteurs, des correspondances amoureuses entre deux oui, grands ça, écrivains. on lit parce que je ça parle de ça. Ah oui, oui. Ça, c'est la littérature. Oui, on je sait que c'est pas nous. de ça, oui. On sait que c'est pas moi. Moi, je peux pas m'y reconnaître vu l'éducation que j'ai reçue. C'est pourquoi je dis que l'éducation est très importante. Parce que toutes ces choses-là, les lettres d'amour, toutes sortes de littérature, on parle d'amour. Oui, mais Tristan et Iseult. Oui. Tristan et Iseult, j'ai lu ce livre au moins 10 ou 15 fois, jusqu'à ce que... Bon. Mais je savais que ce n'était pas moi, que ce n'était pas ma sœur. C'était le destin, le triste destin de ces deux jeunes gens qui étaient comme condamnés à ne jamais être heureux, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas pour les imiter ou autre. Oui, vos grands projets littéraires aujourd'hui, Aminata Sow Fall, je sais que vous êtes chez vous. D'ailleurs, dans l'article un peu du Monde que j'ai lu, avant de vous recevoir ou d'être reçu par vous, puisque je suis chez vous, j'ai lu que l'auteur de l'article, notre consoeur Koumbakan, dit qu'Aminata Sow Fall vit chez elle comme pour se protéger un peu des maux de la société qu'elle fustige, qu'elle dénonce dans son œuvre. Aujourd'hui, c'est quoi l'occupation principale d'Aminata Sow Fall? Mon occupation, c'est de lire et d'écrire. Vous lisez encore? Ah oui, je lis. La première chose que je fais chaque matin, c'est de lire autant de journaux que je peux. Écouter la radio. Très peu de télé parce que je n'ai pas toujours le temps d'allumer la télé, de regarder, d'être fixe là. Parce qu'il y a un livre en préparation? Inch'Allah. Il s'appelle? Pas encore. Pas, parce que même l'Empire du mensonge, c'est au dernier moment que j'ai trouvé le titre. En tout cas, moi, je dois vous remercier personnellement, Aminata Sow Fall, comme je l'ai dit en début d'entretien, pour le revenant que je retrouve après l'avoir cherché partout à Dakar, un livre qui me parle personnellement, puisque bien sûr, vous l'avez dit, il parle de l'oncle Sada. Or, moi, j'ai un oncle qui est au village à Saint-Louis, à Gagnol, que vous connaissez très bien, oui, qui s'appelle l'oncle Sada. Et c'est vraiment un livre que j'ai aimé, en même temps qu'une amie, que je me permets de saluer parce que c'est exceptionnel, qui s'appelle Ndeye Ami Diop, qui est de Mbour, mais qui aime ce livre plus que moi, sinon autant que moi. Merci infiniment, Aminata Sow Fall, de nous avoir reçus chez vous, ici même à Dakar. Merci, très chers amis auditeurs et téléspectateurs, de nous avoir suivis aujourd'hui, encore une fois. Rendez-vous la semaine prochaine.